Après plusieurs mois d'approche ponctuée de conversations téléphoniques, le scénariste Frédéric Raphael rencontre Stanley Kubrick pour la première fois dans son manoir. Dans son livre « 2 ans avec Kubrick », il relate ses observations et interrogations sur le mystérieux texte que le cinéaste lui a communiqué quelques mois auparavant. Frédéric Raphael. Tout ce dialogue, toute cette précision dans le souvenir, tout cela est si littéraire. L'auteur a dû lire Freud, non ? Stanley Kubrick répond « Freud et Arthur se connaissaient. Merde !» Stanley frappa la paume de sa main, fort, sur la table. Il était vraiment vexé. Combien de temps pensait-il dissimuler le nom de l'auteur, qui bien sûr se révélait maintenant être Schnitzler. L'homme du contrôle absolu, décrit ainsi par les cahiers du cinéma en avril 1999, vient de céder un premier pion. Son nouveau projet, Eyes Wide Shut, sera l'adaptation de la nouvelle rêvée d'Arthur Schnitzler. Il m'avait dit, je pense que tu es un peu épuisé à ce moment-là avec ce scénario, pas avec la vie, j'espère. Et puis j'ai dit oui, franchement, ça suffit un peu. Hein. Il avait dit oui, je vais travailler un peu, et j'ai dit mais qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Et pour la première fois, il avait dit écoute, je vais essayer de faire ce film. Hein. Comme pour 2001 et Shining, Kubrick livre avec son ultime opus un film objet de toutes les interprétations qui va devenir un film culte pour la complosphère. Mais Eyes Wide Shut est-il un film conspirationniste, un film sur le conspirationnisme ou un film sur la manipulation ? Stanley Kubrick naît à New York, dans le quartier du Bronx, le 26 juillet 1928. Son père, médecin, l'initie aux échecs et à la photographie à l'âge de 13 ans. Élève médiocre, seules les sciences le passionnent, il se consacre plus volontiers à ses passions que sont la photographie, les échecs et le jazz. En 1945, il photographie un marchand de journaux déprimé par la mort du président Roosevelt. Ce cliché va lui ouvrir les portes du magazine Look, dont il va devenir l'un des photographes attitrés. Il a à peine 17 ans. 6 ans plus tard, il tourne son premier court-métrage, Day of the Fight, sur le boxeur Walter Cartier. If only the fight would come, then everything else will not be so bad. Not really bad at all. En 1953, il sort son premier long-métrage autoproduit intitulé Fear and Desire. À l'instar d'Orson Welles, ce jeune homme de 25 ans commence une carrière en crescendo, marquée par une exigence sans faille qui va faire de lui l'un des cinéastes majeurs de l'histoire du cinéma.
Nous sommes en 1969, Stanley Kubrick a sorti 2001 l'Odyssée de l'espace l'année précédente. Un film révolutionnaire pour une année qu'il fut également. Il pense déjà à un nouveau projet, un film sur son idole de toujours, Napoléon. Napoleon is still in his grave, waiting to be brought back to life. Malheureusement, ce projet sera abandonné après l'échec du Waterloo de Sergueï Bondarchuk, sorti en 1970. En parallèle, il achète les droits de la nouvelle d'Arthur Schnitzler intitulée Traumnovelle ou La Nouvelle Rêvée, publiée en 1926. Finalement, il va jeter son dévolu sur Orange Mécanique d'Anthony Burgess, qui va devenir un autre de ses classiques. La Nouvelle Rêvée va attendre son adaptation pendant près de 25 ans, mais Kubrick ne va jamais l'oublier. Dans son ouvrage Le dernier rêve de Stanley Kubrick, Axel Cadieux écrit « Au fil des décennies, diverses pistes ont afflué. Dans les années 70, le cinéaste imaginait Woody Allen dans le rôle principal d'une comédie lugubre en noir et blanc. Au début des années 80, il invite le comédien Steve Martin, qu'il a remarqué dans Un vrai schnock de Karl Reiner. Il envisage de lui proposer le rôle principal, mais la rencontre entre les deux hommes reste sans suite. Stanley Kubrick the next day saying I'd like to meet with you. And so I went to his estate and he was just he pitched me what became Eyes Wide Shut. Yeah, exactly. Yeah. Yeah. But this was 1980 and it wasn't made until 1999. Right. It was based on a book by Schindler. Après une longue réflexion, Kubrick a besoin d'un couple de stars pour réussir un tel projet. Il pense d'abord à Kim Basinger et Alec Baldwin, mais ils ne font pas le poids face au couple le plus en vue à l'époque, Tom Cruise et Nicole Kidman. En 1996, Tom Cruise est l'un des champions du box-office avec un cachet de 20 millions de dollars par film. Pourtant, il souhaite être reconnu comme un acteur sérieux et non comme un énième action hero hollywoodien. Pour Kubrick, son implication sur Eyes Wide Shut doit être totale, idem pour Nicole Kidman. Pour ce faire, un contrat à durée indéterminée est même prévu, comme le relate Axel Cadieux dans son ouvrage. Ainsi, le couple se rend en Angleterre sans billet de retour. Le tournage va durer 15 mois. 15 mois où le couple Cruise-Kidman se rend totalement disponible pour Kubrick. 15 mois pendant lesquels le couple n'est plus en contact avec la scientologie et plus particulièrement avec David Miscavige. Quoique, selon le critique Laurent Vachaud, Eyes Wide Shut parle aussi d'un acteur qui souhaite se libérer de la secte à laquelle il appartient. Et je pense que pendant Eyes Wide Shut, il y a un truc très fort sur un acteur qui essaye d'échapper à la secte dont il fait partie, et le film décrit ou du moins s'est mis à décrire à peu près ça, avec comme écho la fille du réalisateur qui vivait la même chose, mais dans l'autre sens, quoi. C'est quand même un truc, on ne veut pas croire que ce soit que des coïncidences. Tom Cruise est initié à la scientologie par sa première femme, l'actrice Mimi Rogers. En 1986, L. Ron Hubbard, fondateur de la secte, décède à l'âge de 74 ans. David Miscavige lui succède. Pour Miscavige, Tom Cruise représente un atout capital, un ambassadeur glamour pour le mouvement. Qui plus est, la relation de Cruise avec Nicole Kidman est dans son collimateur. La cause, le père de l'actrice est psychiatre, une hérésie pour la secte. Ce qui fait d'elle une personne suppressive potentielle selon les critères de la scientologie. Sounds, Mr. Hubbard, in a sense, like an extension of psychology or psychiatry. Oh, no. Psychiatry has to do with the insane, and we have nothing to do with the insane whatsoever. Is this a form of psychoanalysis? No, psychoanalysis, they lay back. Don't associate Scientology with such people. That's terrible. That's bad manners, you know. Cette séparation géographique pour les besoins d'un film n'arrange rien, mais ne constitue finalement pas un obstacle. David Miscavige missionne l'un de ses séides, un certain Michael Doven. Mr. Michael Doven. Son boulot,
être inséparable de la star Tom Cruise, qui finalement le surnomme The Dovenator, et rendre compte régulièrement à Miscavige. Nicole Kidman n'est pas en reste, elle aussi est assistée d'une adjointe de la secte, Andrea Doven, l'épouse de Michael Doven et ancienne assistante personnelle de Tom Cruise. I love Cece. Kubrick doit accepter leur présence durant tout le tournage. En bon joueur d'échecs, le cinéaste s'adapte non sans malice en faisant jouer un petit rôle à Michael Doven. Le petit rôle parlant de l'un des valets de Victor Ziegler, grand ponte d'une société secrète qui n'est pas sans faire écho à Miscavige et à la scientologie. Comme à son habitude, le cinéaste travaille sur l'existant et explore le fossé qui apparaît progressivement entre Cruise et Kidman, avec la scientologie en point de crispation. Tom Cruise va incarner Bill Harford pendant près de 2 ans, un personnage tiède aux antipodes de ce qu'il est et représente habituellement sur les écrans. Pourtant, selon Jordi Vidal, dans son traité du combat moderne publié en 2005, c'est un héros kubrickien type. Tout chez lui l'apparente aux hominidés de 2001, ses épaules toujours voûtées face à un destin et à un monde écrasant. On pourrait aussi le rapprocher du Raymond Barry de Barry Lyndon, ascension et chute d'un arriviste naïf et orgueilleux. Ces 2 personnages croient contrôler leur vie, mais la tragédie et une forme de castration symbolique les frappent. Psychologique pour Bill Harford, physique doublé d'un exil pour Raymond Barry après un dernier duel. D'ailleurs, pour le critique Michel Simon, Eyes Wide Shut est un grand film sur l'inquiétude, sur la peur du sexe, davantage que sur le sexe lui-même. J'ai bien conscience que mentionner le complexe de castration, c'est aussi aborder un point déterminant de la théorie freudienne du complexe d'Oedipe. Évidemment, se pose le problème de l'irréfutabilité de la psychanalyse. En l'occurrence, il s'agit ici de s'attacher à sa valeur symbolique, mais nous reviendrons sur la valeur psychanalytique plus tard. L'implication de Tom Cruise va renforcer sa relation avec Kubrick, jusqu'à former un vrai binôme avec le cinéaste. Mais cette relation pose question, comme le partage Axel Cadieux. Vraie collaboration fructueuse entre les 2 hommes, ou manipulation de Kubrick sur le long terme, conscient qu'il doit valoriser et amadouer son acteur pour en tirer le maximum, voire lui faire baisser sa garde. Le 3 février 1998, Stanley Kubrick annonce officiellement la fin du tournage. Néanmoins, il va retourner une scène entière au mois de juin suivant et convoque Tom Cruise pour l'occasion. Il entame la phase qu'il affectionne le plus, le montage. Un montage qui va durer jusqu'au mois de février 1999. Lorsqu'il termine le tournage, Kubrick sait-il que Vivian, sa fille cadette, va rejoindre la scientologie. Visiblement non, il l'apprendra lors du montage d'Eyes Wide Shut. Dès le plus jeune âge, Vivian Kubrick a collaboré avec son père. C'est la petite fille qui discute avec le docteur Heywood Floyd dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Plus tard, elle réalise le making-of du film Shining. Puis, en 1985, elle a tourné celui de Full Metal Jacket, mais les rushs ne furent jamais montés. Elle a également signé une partie de la musique originale sous le pseudonyme d'Abigail Mead. Dans une interview accordée au Guardian en 2010, Christian Kubrick accepte de revenir sur le sujet. Stanley a demandé à Vivian de composer la musique originale, mais au dernier moment, elle lui a dit qu'elle ne le ferait pas. Au lieu de ça, elle a disparu à San Francisco et Los Angeles. Ils ont eu une énorme dispute. Il était très malheureux. Il lui a écrit une lettre de 40 pages pour essayer de la reconquérir. Il l'a supplié de quitter la Californie. Je suis contente qu'il n'ait pas vécu pour voir ce qui s'est passé. Et Christian Kubrick ajoute « Rien à voir avec le couple Cruise-Kidman. » Nous ouvrons tout de suite cette édition avec cette information qui nous est parvenue il y a un peu moins d'1 heure. Stanley Kubrick, le réalisateur américain qui a signé nombre de chefs-d'œuvre, 2001 Odyssée de l'espace, Orange Mécanique, Barry Lyndon, Shining. Donc Stanley Kubrick est mort en Grande-Bretagne où il vivait en reclus depuis des années.
En mars 1999, Viviane Kubrick assiste aux funérailles de son père accompagnée d'une adjointe de la scientologie, avant de repartir avec elle pour la Californie. La même année, Nicole Kidman est qualifiée de personne suppressive par la scientologie. Le couple glamour d'Eyes Wide Shut finit par divorcer en 2001. Et David Miscavige ne serait pas étranger à l'affaire. Depuis, Viviane Kubrick s'est distinguée sur Twitter par ses positions anti-vax et pro-QAnon, comme le rapporte l'article du Daily Beast. Sans oublier son gourou, Alex Jones. Comble de l'ironie, la seule théorie du complot qu'elle a débunkée, c'est la théorie du faux alunissage d'Apollo 11, dans laquelle son père était soi-disant impliqué. Son goût notoire du secret a joué des tours à Stanley Kubrick. Peu enclin aux conférences de presse et autres interviews, il fut la cible des tabloïds britanniques le faisant passer pour un tyran paranoïaque maltraitant ses acteurs, circulant en voiture avec un casque intégral. Rumeur ridicule et démentie par ses proches. Parmi les rumeurs les plus folles le concernant, Stanley Kubrick n'a pas été épargné par la complosphère. Et plus particulièrement sur sa soi-disant implication avec cet événement historique. Contact light. Okay, engine stop. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Inutile de revenir sur le sujet, vous pouvez regarder l'excellent documentaire Opération Lune de William Carell, diffusé en 2002 sur Arte. Malheureusement, ce canular assumé fut interprété au premier degré par les complotistes. Le film d'ailleurs commence comme un documentaire totalement ennuyeux sur la course à l'espace pour calmer le jeu, et puis tout doucement on sème des petits bouts de délire, mais apparemment on n'en a pas semé assez. Oui, je voudrais savoir si la fameuse émission d'Orson Welles sur la guerre des mondes a été une source d'inspiration pour vous. Complète, absolument. Évidemment, je me suis... Non seulement l'émission d'Orson Welles, mais... toute proportion gardée, hein, je ne veux vraiment pas me comparer. Un film qui s'appelait Capricorn One, qui a été fait sur des gens qui essayent d'aller sur la planète Mars. Mais il y avait eu tous les faux documentaires, celui de Peter Watkins, il y avait toute une série. Moi, vraiment, on a fait le film comme... C'était un jeu, enfin, c'était un plaisir et un jeu. Après, je lisais dans les critiques, il y avait des journaux qui écrivaient un modèle de recherche déconstructiviste, des trucs aberrants qu'on n'était jamais allé chercher. On l'a fait vraiment pour plaisanter. Quant au débunkage de cette théorie selon laquelle personne n'a posé le pied sur la Lune, je vous renvoie vers la vidéo Apollo 11, le complot lunaire des décodeurs avec, en guest, Latran Chambier et Hugo Lisoire. Inutile de revenir sur le documentaire Room 237 de Rodney Ascher consacré au présumé signe caché de Shining. Documentaire jugé comme de la pure baliverne et du pur charabia par Léon Vitali, ami et proche collaborateur du cinéaste depuis Barry Lyndon. D'ailleurs, Léon Vitali joue le rôle du maître de cérémonie dans Eyes Wide Shut. Bref, le complotisme et Kubrick, c'est une vieille histoire. Plusieurs années après sa sortie, le film devient l'objet de toutes les interprétations complotistes, y voyant l'illustration parfaite de l'existence de sociétés occultes tirant les ficelles d'un nouvel ordre mondial. Pour la complosphère, Kubrick a tiré la sonnette d'alarme et il l'aurait payé de sa vie. C'est totalement faux.
Stanley Kubrick est mort d'épuisement d'un accident cardiaque. Il s'investissait totalement dans ses films et ne dormait que 4 heures par jour. But looking at him every day, his health looked if he was going down. Le stress lié à son travail et le ralliement de sa fille à la scientologie ont peut-être eu raison de son cœur. Et si Kubrick, obsédé par le contrôle, nous démontrait une fois de plus qu'il était le cinéaste de la manipulation, à l'instar d'un Hitchcock ou d'un Brian De Palma. Le contrôle des esprits, il l'a déjà abordé frontalement avec Orange Mécanique et Full Metal Jacket, à savoir lavage de cerveau et dressage. Avec Eyes Wide Shut, un pas supplémentaire est franchi. Les interprétations évoquent les Illuminati, les projets Monarch et MK Ultra, comme le propose Laurent Vachaud dans son article Le secret de la pyramide, publié en janvier 2013 dans la revue Positif. Concernant le projet Monarch, il est souvent relié au programme MK Ultra, mais son existence n'a pas été prouvée. Pour rappel, le projet MK Ultra était un programme secret de la CIA sur les techniques de manipulation mentale et de lavage de cerveau, dirigé par le docteur Sidney Gottlieb de 1953 jusqu'au début des années 70. Les méthodes utilisées recouvraient l'usage de psychotropes dont le LSD, l'hypnose et l'électrothérapie sur des cobayes humains aux USA et au Canada. Does anything make much sense to you now? No. What seems to be the matter? No. Can you think? No. Le New York Times publiait avant-hier une information inquiétante. La CIA aurait consacré 25 millions de dollars, c'est-à-dire 125 millions de francs, pour tenter de contrôler le cerveau humain. Les expériences seraient poursuivies pendant 25 ans avec la participation d'institutions très connues ainsi que d'hôpitaux américains et canadiens. La centrale de renseignement américaine aurait aimé pouvoir provoquer l'amnésie à volonté. Après le scandale du Watergate, ce programme fut dévoilé en 1975 par la commission d'enquête sénatoriale présidée par le sénateur démocrate Frank Church et la commission Rockefeller ordonnée par le président Gerald Ford. Laurent Vachaud poursuit en faisant le parallèle entre le fantasme de Nicole Kidman sur l'officier de marine avec le passé d'officier de la Navy de Ron Hubbard et sur les membres de la Sea Org ou Sea Organization de la scientologie. À trop chercher des sens cachés prêtés à Kubrick, Laurent Vachaud ne commet-il pas un millefeuille argumentatif? Par certains aspects, on ne peut l'écarter. En revanche, on peut s'interroger sur le choix du couple Cruise-Kidman, en dehors de leur côté bankable. Surtout, la place d'un Tom Cruise sous l'emprise de la scientologie qui résonne avec le personnage de Bill Harford, manipulé par une société secrète. Cette résonance est troublante, sans oublier l'embrigadement de Viviane Kubrick. Pourquoi une telle fascination pour ce court récit relatant l'errance d'un médecin viennois, troublé par le fantasme sexuel fraîchement confessé par sa femme? La frontière ténue entre rêve, fantasme, obsession et réalité, ou l'opportunité d'explorer un nouveau labyrinthe pareil aux circonvolutions cérébrales d'un cerveau humain. Après Orange Mécanique, on pourrait voir Eyes Wide Shut comme un autre film cerveau dans l'œuvre de Kubrick. En 1968, dans son livre Le cheval dans la locomotive, Arthur Koestler vulgarisait la théorie du cerveau triunique. En résumé, cerveau reptilien, siège de l'autoconservation, cerveau limbique, siège des affects et des émotions, néocortex, siège du raisonnement, des idées et du langage. Aujourd'hui, cette théorie est contestée car on ne peut pas parler à proprement dit de 3 cerveaux séparés, les aires cérébrales interagissant ensemble.
Selon Jordi Vidal dans son traité du combat moderne, Stanley Kubrick aurait vu dans les remarques de Kustler une meilleure compréhension des premiers effets de l'accumulation d'images sur le psychisme humain et qu'on pouvait associer cette généralisation de l'angoisse paranoïaque à une perte de contact avec la réalité au profit de sa représentation virtuelle conduisant de la crainte à la terreur. Frédéric Raphael a été clair avec Kubrick. C'est une histoire qui parle de l'inconscient. Lors de l'écriture de Shining, il conseille à sa scénariste Diane Johnson de lire L'inquiétante étrangeté de Freud et Psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim. Qui plus est, Michel Simon note que Shining et Eyes Wide Shut relèvent de la notion de l'Heimlich chère à Freud. D'ailleurs, les films du Kubrick sont bourrés de références à la psychanalyse, que ce soit le complexe d'Oedipe dans Shining ou la citation de Jung dans Full Metal Jacket. On pourrait voir dans Eyes Wide Shut, par l'Odyssée de Bill Harford, la métaphore d'un homme à la découverte de sa propre libido et, quelque part, à la découverte de son inconscient. Le conditionnement et l'endoctrinement, Kubrick les a abordés avec Full Metal Jacket et Orange Mécanique. Sur la scientologie, 2 films en parlent, une fiction, The Master, de Paul Thomas Anderson en 2012, et un documentaire, Go and Clear, d'Alex Gibney, sorti en 2015. Un point parmi d'autres, la soirée privée où Kubrick nous montre une orgie plus distante et grotesque que vraiment excitante, suivie d'une cérémonie secrète qui semble sortir d'un film d'épouvante. Alors Kubrick aurait-il joué avec ces clichés? Nul ne le sait. En tout cas, le scénariste Frédéric Raphael relate l'anecdote selon laquelle il avait transmis au réalisateur un texte de son cru pour illustrer cette orgie. Frédéric Raphael y revient dans son ouvrage. Le texte relatait l'existence totalement imaginaire d'une société secrète appelée les Libérés et dans laquelle de hauts personnages publics étaient impliqués. Les Libérés n'étaient ni une secte ni un culte. La responsabilité de s'occuper des fuites, auprès de la presse ou de la police locale, était dévolue aux plombiers, qui bouchaient toutes les fuites d'informations et qui, en cas de problème potentiel, s'arrangeaient habilement et avec des fonds suffisants pour limiter les risques. Kubrick avait trouvé le texte si convaincant qu'il crut qu'il s'agissait de documents secrets. Mais Frédéric Raphael lui rappela qu'il était scénariste et que cette histoire était le fruit de son imagination. Mais il y a un autre point intéressant. Kubrick aurait-il confronté le principe de corrélation versus la causalité? Au début du film, Bill Harford ranime une jeune femme qui est victime d'une overdose lors de la soirée chez Victor Ziegler, incarnée par Sidney Pollack. Elle est prénommée Mandy. À l'issue de son odyssée, Bill apprend dans le New York Post la mort par overdose d'une ex-reine de beauté nommée Amanda Curran. Pour lui, cela ne fait aucun doute, c'est la même femme qui s'est sacrifiée pour lui lors de la cérémonie secrète. Et qui dit sacrifice, dit assassinat. Si Victor Ziegler lui confirme qu'il s'agit bien de la même personne lors de la scène de révélation, il démonte avec force qu'elle ait été assassinée, laissant Bill plus perdu que jamais. Alors, ce qu'on retrouve dans toutes ces théories du complot, c'est une opposition au consensus d'experts. Pas forcément à la version dite officielle, puisque une version officielle, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être des médias, du politique. Non, non, c'est simplement un consensus d'experts qui émet une opinion, et la théorie du complot va venir frapper cette opinion en disant « oui, mais ». Si on regarde ça, on peut aussi penser à ça. Et en effet, vous le disiez tous les deux, elle va aller chercher des corrélations et des indices pour créer de nouveaux faits. C'est l'histoire en rhétorique du faisceau indiciaire. C'est la meilleure hypothèse possible et plausible à la fin qui gagne. Et donc, ils vont chercher toutes ces corrélations pour arriver au final à cette hypothèse dite complotiste contre un consensus d'experts et qui va par ailleurs activer ce qu'on appelle un biais de confirmation des hypothèses dans lequel on tombe très facilement, qui nous dit que lorsqu'on voit des indices qui confirment ce que nous pensons, nous aurons davantage tendance à leur accorder du crédit que s'ils viennent contrer notre pensée initiale.
Pour celles et ceux qui ont lu la nouvelle d'Arthur Schnitzler, l'adaptation de Kubrick et Raphaël est fidèle, hormis la transposition dans un New York fantasmé des années 1990 et un changement de structure narrative. La motivation de Kubrick était peut-être plus simple finalement. Il admirait Arthur Schnitzler et Stefan Zweig. En 1956, il avait écrit une adaptation du Brûlant secret de Zweig. Pour Michel Simon, c'est évident. Chez ses écrivains, Kubrick retrouve des libres penseurs comme lui, des sceptiques, mais aussi des esprits critiques face aux valeurs établies. Eyes Wide Shut n'en reste pas moins un film qualifié d'hypnotique ou de millefeuille mystérieux, mais remarquable notamment pour deux choses. C'est un film à la fois posthume et inachevé. À ce sujet, les propos de l'acteur Todd Field, qui joue le rôle de Nightingale et rapporté par Axel Cadieux, tendent à nous le faire penser. Ce qu'on a là est le premier montage de Stanley, conclut Todd Field. Connaissant sa méthode, c'est clair que s'il avait vécu, l'œuvre aurait été différente. Mais ce serait vraiment idiot de spéculer. On n'a strictement aucune idée de ce qu'il aurait pu changer. Alors les interprétations vont bon train. Manipuler pour montrer la manipulation, c'est une hypothèse parmi d'autres. Comme une mise en abîme, à l'image du regard de Nicole Kidman alias Alice Harford, admirant son reflet dans un miroir scruté par la caméra du réalisateur.